Repenser l'enseignement, une vaste mission à laquelle s'est attelé le philosophe Philippe Nemo. Il sera avec nous dans quelques minutes sur ce plateau. Dans le bon point du jour, nous parlerons de l'exposition Oh My Gods qui met en lumière le travail de l'artiste chinoise Wena. Dans sa chronique, Shirley Adélaïde nous emmène en Russie où le pouvoir a décidé de bannir le mouvement Child Free ou autrement dit le mode de vie sans enfants. On en parlera avec elle, mais avant cela, place à l'actualité de l'éducation avec Shirley. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal avec l'annonce de la date des obsèques de Lina. Cette adolescente de long corps a été retrouvée dans un cours d'eau près de Nevers la semaine dernière. Oui, elle sera enterrée ce vendredi dans son village à Plaine dans le Bas-Rhin en Alsace. Elle avait disparu le 23 septembre l'an dernier entre son domicile et la gare alors qu'elle se rendait chez son petit ami. Son corps a été retrouvé après 1 an de recherche et d'enquête et une autopsie a pu être réalisée. Elle devrait permettre de déterminer les causes de la mort, mais la lumière ne sera pas faite immédiatement. Alors pour quelle raison? Réponse du journaliste Maxime Lévy ce matin sur RTL. Les causes de sa mort ne seront pas connues tout de suite, même si le corps de Lina doit être rendu à la famille aujourd'hui. Des prélèvements ont été réalisés, sont toujours en cours d'analyse et cela peut prendre du temps. Après l'autopsie, une deuxième phase s'ouvre donc. Avec ces prélèvements, les experts médico-légaux vont notamment chercher à savoir si Lina a pu recevoir un ou plusieurs coups avant sa mort et si ces coups ont pu la tuer par exemple. Compte tenu du temps écoulé entre la mort de Lina et la découverte de son corps, près d'1 an, les expertises sont rendues complexes. Ainsi, seule la combinaison des résultats de l'autopsie et de l'analyse des prélèvements permettra peut-être d'expliquer comment Lina est morte. Pour rappel, le principal suspect, Samuel Gonin, s'est suicidé le 10 juillet dernier. Son véhicule avait été géolocalisé le lendemain de la disparition de Lina. On prend la direction des collèges. À présent, la ministre de l'Éducation, Anne Genetet, envisage une alternative au groupe de besoins en 4e et 3e l'an prochain. C'est ce qu'elle a évoqué hier après-midi lors d'une réunion avec les organisations syndicales autour des évolutions de la rentrée 2025. Les groupes de besoins, initialement appelés groupes de niveau, mis en place cette année en français et en maths, en 6e et en 5e, seraient maintenus l'an prochain pour ces classes. En revanche, alors que les mesures du choc des savoirs prévoyait que ces groupes soient également créés pour les 4e et les 3e l'an prochain, rien n'est moins sûr. Il y aurait 2 scénarios possibles selon la ministre. Alors soit ces groupes seront effectivement élargis, étendus au 4e et au 3e à la rentrée, soit une approche plus globale de soutien sera mise en place pour les élèves de ces classes. Alors qu'entend-on par approche plus globale? Selon Anne Genetet, cette option, je cite, dépasserait les simples groupes de besoins et s'appuierait sur plusieurs leviers. Il pourrait s'agir d'un renforcement de l'aide aux devoirs en 3e, d'une offre de soutien méthodologique ou encore de stages de réussite pendant les vacances. Une façon pour la ministre de l'Éducation de revenir sur la réforme du choc des savoirs dont les syndicats enseignants souhaitent tout simplement l'abandon. Des syndicats qui réclament également l'annulation des 4000 postes d'enseignants prévus dans le budget 2025 de l'Éducation nationale. Voilà en effet une autre revendication qu'ils ont mise sur la table hier lors de cette réunion avec la ministre. Si la variable démographique était vraiment notre boussole et celle de vos prédécesseurs, des emplois auraient été créés et non supprimés dans le second degré. Ces 6 dernières années, ont-ils déclaré face à la ministre. La suppression de ces 4000 postes d'enseignants, c'est le plan voulu par le gouvernement dans le cadre de son projet de loi finances pour l'année 2025. Projet débattu en ce moment même et pendant plusieurs jours à l'Assemblée nationale. Une suppression que l'intersyndicale juge scandaleuse, comme indiqué dans le communiqué qu'ils ont publié hier. Ils réclament aussi d'autres mesures d'urgence comme une augmentation immédiate des salaires sans contrepartie et la diminution des effectifs dans les classes. Les syndicats ont déposé la semaine dernière une alerte sociale sur le budget préalable à un préavis de grève. Du changement dans l'air, les écoles de médecine s'adaptent au réchauffement climatique. 25 universités dans 12 pays européens, dont la France, se sont engagées il y a quelques jours à intégrer dans les écoles de médecine des cours sur les effets du changement climatique sur la santé humaine. Alors comment? Grâce au lancement d'un réseau appelé ENCH pour European Network on Climate and Health Education, qui a vocation à former 10 000 étudiants d'ici 3 ans.
Des facteurs tels que les températures extrêmes et la pollution atmosphérique exacerbent les maladies infectieuses, cardiovasculaires, les maladies respiratoires et les problèmes de santé mentale, explique sur son site l'université de Glasgow qui préside le réseau ENCH, réseau qui note qu'environ 5% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur de la santé et donc ce réseau veut aussi proposer des soins plus durables. Pour rappel, la pollution de l'air entraîne chaque année le décès de 6,7 millions de personnes selon l'OMS qui prévoit par ailleurs un triplement des morts liés à la chaleur d'ici 2050. Et on termine avec cette toute nouvelle revue trimestrielle lancée ce mois-ci à l'attention des parents d'enfants neuroatypiques. Zèbre et compagnie, voici son nom. Un magazine qui entend mettre en lumière les 10 millions de Français ayant des troubles déficitaires de l'attention, les TDAH, des troubles 10, des troubles du spectre autistique et autres zèbres. Lancé le 5 octobre 2024 à l'occasion de la Journée nationale de la dyslexie, eh bien c'est le premier média dédié à l'information, l'accompagnement et au soutien des personnes neuroatypiques et de leurs familles, bien sûr. Écoutez ces quelques mots de la cofondatrice Céline Lisraou qui explique pourquoi elle a décidé de consacrer sa revue aux zèbres. Une personne sur 6, c'est pas une paille, c'est beaucoup de monde. Et finalement, il n'y a aucun magazine qui parlait à tous ces gens-là et qui ont des questions tout à fait légitimes en matière d'information. Puis j'ai surtout créé le magazine que j'aurais aimé lire, moi, en tant que maman de zèbre, où j'aurais pu avoir des témoignages. La revue Zèbre et compagnie est à retrouver dans tous les kiosques partout en France et sur le site zèbreetcompagnie.fr. Merci Shirley. Trop de pédagogisme, d'idéologie, trop de syndicats, un système éducatif qui étouffe et appelle à être repensé, quitte à le libéraliser. Voilà la thèse du philosophe Philippe Nemo dans son dernier livre paru aux Presses universitaires de France. Le livre s'appelle « Repenser l'enseignement ». Philippe Nemo est l'invité du Grand JT. Bonsoir Philippe Nemo. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes philosophe et auteur notamment de Repenser l'enseignement aux éditions des Presses universitaires de France. Un livre passionnant, un livre fort, très dense. Et vous démarrez, vous le dites même dans l'avant-propos, combien de penseurs, de sociologues ou d'experts de l'éducation ont analysé et publié sur ce désastre de l'école française dont vous parlez, le désastre scolaire de manière générale. Et ces publications, je cite, n'ont pas eu, et ça m'a fait sourire, plus d'effet sur le système que de l'eau passant sur les plumes d'un canard. Alors avec tout le respect et l'admiration que je vous dois et que je vous porte, pourquoi le faites-vous, vous ? Pensez-vous que vous aurez plus d'impact que les autres ? Écoutez, j'ai eu la surprise en lisant un livre du XVIIIe siècle, écrit par un parlementaire, mais qui était un peu un intellectuel au sens des philosophes du XVIIIe siècle, de lire le programme de mon lycée que j'ai connu entre les années 50 et 60. Donc ça m'a encouragé, parce que ça veut dire que ce monsieur a dû attendre dans la tombe 200 ans pour voir ses idées réalisées. Voilà, c'est à peu près le délai que je me donne. Je vous cite à nouveau, la France semble s'être engagée sur une angoissante pente descendante de ses capacités intellectuelles. Vous parlez ici d'engagement, hein. La France s'est engagée sur une angoissante pente descendante. Selon vous, c'est conscientisé ? Mais non, c'est ça le drame de toute décadence ou de toute régression, si vous voulez, c'est qu'on n'en prend pas conscience. C'est comme l'air qu'on respire, si vous voulez. Moi, j'en ai eu conscience parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de l'éducation. J'ai écrit plusieurs livres, enfin, je suis un spécialiste, si je suis de quelque chose, c'est de l'histoire des idées politiques, puisque j'ai écrit un gros manuel sur la question et beaucoup d'écrits. Mais j'étais correcteur des concours d'HEC et de l'ESCP et j'étais responsable des épreuves littéraires. Et donc pendant 30 ans, ou 33 ans, quelque chose comme ça, avec mes collègues, on a vu arriver chaque année des élèves qui en savaient moins que l'année précédente. Voilà, donc c'est ce côté angoissant, si vous voulez, mais qui ne savaient rien de rien. C'est-à-dire, on pense que les mauvaises écoles ou que les écoles où on n'apprend rien, c'est des écoles désavantagées, des lointaines banlieues ou des lointaines campagnes. Pas du tout. Là, c'était, vous savez, pour se présenter à HEC et à l'ESCP, il faut être ou bien élève de classe préparatoire ou bien titulaire de haut diplôme de l'université, maîtrise, comme on disait surtout à l'époque, licence, maîtrise, diplôme.
master maintenant, ouais. Diplôme de Sciences Po. Ouais. Et c'était ces gens-là qui étaient chaque année plus ignorants. Voilà. Vous ne faites pas de généralité quand même. Vous dire que vous aviez certains élèves qui, effectivement, attirent votre attention sur justement ce manque de connaissances. Non, mais attendez, c'est une question que je vous pose. Comme c'était des concours, on mettait les meilleures notes aux meilleurs. Donc on peut supposer que ceux qui étaient reçus à HEC, à l'ESCP étaient bons. Hein. Mais il y avait un nombre incroyable de candidats très, très, très mauvais alors qu'ils avaient ces diplômes. Donc c'était vraiment alors vous savez, c'est une situation épistémologiquement privilégiée. Il y a peu de gens au monde qui ont le privilège de cuisiner un étudiant pendant une demi-heure, hein, parce que on corrigeait leur copie à l'écrit, mais après on les avait à l'oral. Et on peut les cuisiner pendant une demi-heure pour voir si vraiment ils ne savaient rien. Enfin, et donc, si vous voulez, peu de gens ont cette expérience. Et nous l'avions, et voilà, et on se lamentait d'année en année, ce qui m'a conduit à écrire plusieurs livres sur la question. Alors, vous parlez du niveau, effectivement, scolaire. Alors, nombre d'études, hein, on les connaît tous. La plus connue aujourd'hui, on en parle souvent, c'est PISA, mais il y a aussi Pearl, il y en a plein d'autres, qui, effectivement, prouvent que la France, n'est pas un bon élève en termes de niveau en français, en mathématiques, sur l'ensemble, en comparaison de l'ensemble des pays de l'OCDE. Et évidemment, vous y faites allusion. Et la première des erreurs, ou enfin, en tout cas, une des premières erreurs évoquées dans votre livre, est celle d'avoir transformé un système éducatif en une énorme garderie. C'est-à-dire que c'est vrai que cette évolution fâcheuse de l'école s'est produite à un moment d'évolution sociologique où les femmes se sont mises toutes à travailler. Et par conséquent, l'école n'a plus seulement été un lieu d'instruction, mais un lieu où on garde les enfants pendant toute la journée. Et si on ne les garde pas, les parents peuvent pas aller travailler. Donc à partir du moment où on les garde bien, alors plus ou moins bien, puisqu'il y a quelques-uns reçoivent des coups de couteau, mais enfin c'est quand même l'exception. À partir du moment où on les garde bien, la société a été moins sévère sur le contenu de ce qu'on leur enseignait. Vous voyez ce que je veux dire ? La fonction de garderie, c'est une expression désagréable, mais c'est simplement un fait. Les enfants ils quittent leur logement le matin, ils y reviennent le soir, et entre-temps, espérons qu'ils ne traînent pas dans la rue, donc ils passent leur journée à l'école. Donc c'est tout à fait vrai qu'ils sont gardés à l'école. Mais parce qu'ils étaient bien gardés, du coup, je vous dis, la société a été moins regardante sur le contenu même de ce qu'on y faisait. Alors, vous dites surtout qu'elle a été moins regardante à cause du collège unique. Ça, c'est un point très précis, effectivement, dont vous parlez. Je voudrais juste revenir sur ce point précis avant de parler du collège unique, du point effectivement, de ces mères qui ne travaillaient pas, alors faute de choix pour la plupart. Hein, je rappelle qu'à une époque pas si lointaine, les femmes ne pouvaient pas travailler. Le système éducatif parents plus école, selon vous, fonctionnait mieux, si je puis dire ? Ben oui, si je reporte à mon enfance, ma mère, qui était mère de 9 enfants, hein, donc elle travaillait autant que possible, autant qu'il est possible de travailler, puisqu'elle s'occupait de ses 9 enfants, mais elle ne travaillait pas à l'extérieur. Donc, je partais à l'école le matin, je revenais à midi, et j'étais bien accueilli par ma mère. Je repartais à l'école l'après-midi, et je revenais à 4h, 5h, avec des petits copains souvent, mais ma mère était là aussi. Donc voilà, c'est une petite différence quand même avec la situation actuelle. Mais en quoi cela joue sur le système éducatif ? En quoi ça joue sur l'apprentissage ? C'est autre chose. Parce que vous avez plein vous en savez quelque chose puisque vous vous occupez d'écoles. C'est des systèmes très complexes et où il y a plein de paramètres différents qui jouent. Donc là, c'est un paramètre sociologique sur lequel il ne faut pas trop insister, mais qui est quand même bien réel. Mais le vrai paramètre, ça je suis en train de m'en occuper dans un autre livre que je suis en train d'écrire en prolongement de celui-ci, c'est qu'en fait, on a un système d'éducation nationale qui est une exception culturelle. C'est un système franco-français qui n'existe nulle part ailleurs. Car souvent ailleurs, vous avez des écoles gérées par l'État qui a un peu partout a pris la place de l'Église ou a contesté le monopole de l'Église sur l'éducation. Mais dans beaucoup d'États, quand la toute-puissance de l'Église a été affaiblie, eh bien l'État a laissé tranquille les églises qui n'ayant plus le monopole, ont continué à enseigner. Et puis il y a eu des écoles publiques, puis des écoles privées, des écoles laïques, et vous avez un système pluraliste. Il n'y a qu'en France qu'il y a eu ce monopole, et j'ai la raison, mais on en reparlera quand je publierai mon nouveau livre. Si vous voulez, on parle de l'école de la République, mais l'école actuelle n'est pas l'école de la République. Quelle est-elle ?
L'école de la République, c'est celle qui a été créée d'ailleurs, avant même Jules Ferry, en fait, hein, avant même que la République existe, Victor Duruy sous le Second Empire. C'est l'école des hussards noirs de la République, dont a parlé Charles Péguy, et c'est l'école qu'on a tous en mémoire et en nostalgie, l'instituteur du village, homme sage, respecté, hein, et puis qui effectivement enseignait des choses, et puis les excellents lycées qu'on avait. Ça, c'est l'école de la République. Et puis, il s'est trouvé que, pour des raisons qui sont très intéressantes à démêler, à partir des années 1920-1930, cette école cette République-là a été remplacée par une autre. La République de Jules Ferry était libérale, je dis en gros, hein, et la République radicale puis socialiste, puis radicale socialiste, était socialiste, c'est-à-dire, et c'est à ce moment-là qu'on a changé le nom du ministère de l'Instruction publique en l'appelant ministère de l'Éducation nationale, ce qui n'était pas un simple ripollinage de surface. Oui, parce qu'il y a une vraie différence entre instruction et éducation. Justement, peut-être faire le point là-dessus. Et là, si vous voulez, à ce moment-là, on prit le pouvoir dans l'école de la République, d'ailleurs en l'arrachant aux dirigeants élus de la République. L'école, depuis avant la Seconde Guerre mondiale, en France, n'appartient plus à la nation. Elle usurpe son nom d'éducation nationale, parce que la nation, elle s'exprime par des élections au suffrage universel qui donnent lieu à la mise en place de gouvernements. Or, aucun gouvernement, depuis lors, n'a jamais eu de vrai pouvoir sur l'éducation nationale. Elle avait été prise, entre-temps, par les syndicats. Mais la nation a un pouvoir en nommant, effectivement, par l'élection d'un président, par l'élection aussi, les élections législatives. Enfin, dans ces cas-là, on aurait un pouvoir sur la justice, on aurait un pouvoir sur tous les ministères en question ? Entre les deux guerres, vous avez eu des idéologies révolutionnaires, d'ailleurs aussi bien d'extrême droite que d'extrême gauche. Et l'idée, c'était qu'il fallait bloquer l'État bourgeois. Hein, les gouvernements démocratiques, même démocratiquement élus, étaient faussement légitimes, puisque le peuple étant aliéné, il ne vote pas bien. Hein, et donc, vous aviez un vrai projet des syndicats de prendre le pouvoir dans tous les services publics. Et pas seulement l'éducation, mais les finances ou les PTT. Et là, le pouvoir serait détenu par des commissions tripartites qui comporteraient des représentants du gouvernement, certes, mais aussi des représentants des fonctionnaires eux-mêmes et des représentants des usagers, mais comme par hasard, ils ne seraient pas élus librement par le peuple, mais ils seraient désignés par les organisations syndicales. Et ainsi, il y aurait une autogestion. Hein. Alors, comme c'était l'idéologie des syndicats révolutionnaires, mais aussi celle des fascistes et celle de Vichy, hein, c'est le corporatisme, après-guerre, c'est tombé de mode, si vous voulez. Donc on a plus mis en avant ces revendications corporatistes, mais à défaut d'avoir l'autogestion, les syndicats ont eu la cogestion. Et depuis avant la guerre, le ministère de l'Éducation nationale est co-géré par les syndicats. Et à partir du moment où vous avez cette cogestion, aucun gouvernement ne peut changer l'orientation. Vous avez un cornac sur le cou du mammouth, mais il ne peut ni le faire aller le mammouth à droite ou à gauche, ni le faire ralentir, ni accélérer. Hein. Je ne sais pas si les syndicats ont le même avis que vous. Je crois qu'ils espéreraient avoir autant de pouvoir, mais je ne sais pas s'ils le pensent vraiment. Enfin, c'est l'occasion d'une autre émission. Ils n'ont pas tous les pouvoirs. Hein. Oui. Une cogestion, je ne sais pas si elle est réelle. Mais enfin, en tout cas, vous parlez effectivement de ce fameux mammouth, parce que c'est le terme qu'on emploie, hein, le mammouth. L'éducation nationale, un système... Oui, allez-y. Non, pardon, parce que j'étais en train je disais ça, parce que je parlais du changement de nom de l'éducation nationale. Oui. Quand ils ont pris le pouvoir à cette époque, et c'est le second cartel des gauches qui a changé le nom en 1932, c'était pour mettre en œuvre leur idéologie. Ils ne prenaient pas le pouvoir pour le plaisir. Ils avaient une ambition révolutionnaire. Ils voulaient changer le peuple. Hein. Ils voulaient éduquer le peuple. Et c'était le vieux rêve de Robespierre. Vous savez que Robespierre avait fait voter une loi selon laquelle tous les enfants de France seraient enfermés dans des camps entre 5 ans et 12 ans, hein, pour régénérer le peuple. Hein, c'est une idée révolutionnaire. Le peuple est pourri, le peuple est aliéné, il est allié à plein d'autres de vieilles valeurs, de vieilles attaches. Et donc, si on veut faire la vraie révolution, il faut changer le peuple. C'était aussi l'idée de Rousseau. Il faut changer la nature humaine. Hein. Et donc, en 1932, c'est ça qui est revenu à l'ordre du jour. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait... Vous me parlez du collège unique, vous m'annonciez qu'on allait en parler. Oui. On a fait toutes les réformes et tous les gouvernements ont cédé devant cette volonté d'éduquer tout le monde, en fait, d'accéder. D'éduquer tout le monde, certes, mais d'éduquer tout le monde de la même manière. Voilà. Dans l'idée que si on met tous les petits Français dans un seau et qu'on secoue le seau, il en sortira
un homme nouveau, en quelque sorte. Hein. Et c'est ça la raison d'être profonde de l'orientation qui a été donnée aux politiques scolaires après la Seconde Guerre mondiale, et en particulier lorsque a commencé la Ve République et que De Gaulle, dans son orgueil, parce qu'il pensait garder le contrôle des choses, mais enfin, il a en gros appliqué le plan Langevin-Wallon, qui était un plan communiste, hein, et simplement il a sauvé l'école catholique, ce qui était pas rien, hein, avec la loi Debré. Mais si vous voulez, toutes les orientations ont été prises sur ce fond idéologique. Et c'est là l'origine de la situation actuelle. Parce que moi, j'ai étudié beaucoup les systèmes voisins, hein, oui. Anglais, allemands, suisses, belges, néerlandais, américains. Et évidemment, dans les classements PISA, il y a toujours le peloton de tête, c'est les pays asiatiques. Hein, Hong Kong, Macao, Singapour, évidemment. Hein. Eh bien, dans aucun de ces pays, ce système-là n'existe. Parce que, pour 1000 raisons. Parce que d'abord, vous avez des pays fédéraux où il n'y a pas un ministère central qui peut imposer quelque chose. Donc ça ne sert à rien de prendre le pouvoir dans le ministère central, puisqu'il n'y a pas de pouvoir aux États-Unis. Vous pouvez prendre le pouvoir fédéral, mais vous avez 50 États qui ont chacun leur politique scolaire. En Suisse, vous pouvez prendre le pouvoir dans un canton, mais le canton ne peut rien imposer aux 26 autres. C'est pour ça que peut-être qu'on va comparer ce qui est comparable, pour le coup. Peut-être que, effectivement, ce qui est par rapport aux autres pays de l'OCDE serait peut-être plus intéressant, pour le coup, de comparer la France et les fonctionnements de la France, si vous voulez bien. Eh bien oui. Oui, mais justement. Donc, allons-y, parce que Singapour, c'est peut-être un petit peu abscon pour tous ceux qui nous regardent. Peut-être restons effectivement sur les pays de l'OCDE, peut-être restons un peu plus ancrés et sur ce qui se passe réellement. Vous parlez du collège unique. Revenons à cette... Ça date de quand, le collège unique? 77, j'ai noté? Oui. 77. Vous dites, l'objectif du collège unique, prolonger l'école primaire pour tous les jeunes Français jusqu'à 17 ans. J'aimerais que vous puissiez expliquer cette phrase. Parce que vous avez le dogme de mettre tous les jeunes Français dans une même école. Et là-dessus, vous avez, au moment où cette idée est lancée, vous avez 8 fois plus d'instituteurs que de professeurs du secondaire. Bien. Et vous dites soudain, tout le monde va aller dans le secondaire, tout le monde va aller au collège et tout le monde va aller au lycée. Vous ne pouvez pas créer en un an 8 fois plus de professeurs agrégés. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous déclarez que c'est les anciens instituteurs qui vont enseigner dans les collèges. On a créé un corps, les PEGC, bon, ceux qui ont un certain âge s'en souviennent. Et par ailleurs, vous avez, si vous dites école unique, ça veut dire que vous avez des classes. Vous ne sélectionnez pas les élèves à l'entrée des classes, donc il n'y a pas de redoublement, il n'y a pas de sélection. On met tous les élèves comme ils arrivent et on les fait passer d'une année à l'autre. Donc la conséquence, c'est que vous avez des classes, et les socialistes qui ont conçu ces réformes... Non, mais j'ai beaucoup de respect pour les socialistes, c'est des gens qui ont un idéal, hein, mais simplement cet idéal est intellectuellement faux. Hein. Mais ils avaient l'idée que du coup, il fallait que les classes soient hétérogènes, parce que c'était la preuve qu'elles étaient uniques, puisque tous les enfants n'ont pas les mêmes goûts ou les mêmes aptitudes. Donc si une classe était homogène, ça voudrait dire qu'il y a eu sélection à un moment ou à un autre, il y a eu orientation à un moment ou à un autre. Donc si vous ne voulez pas d'orientation, vous devez avoir des classes hétérogènes. D'ailleurs, ils sont arrivés à ce beau résultat que moi, quand j'étais élève de mon lycée, les classes étaient intellectuellement homogènes puisqu'il y avait un examen d'entrée en 6e, et puis ceux qui ne suivaient pas étaient renvoyés, puis d'autres arrivaient en ayant passé un examen. Donc à chaque début d'année, un professeur était sûr d'avoir devant lui une classe avec des élèves de niveaux différents, avec des cracks et puis des gens un peu plus faibles, mais tous capables de suivre le cours de cette année-là dès le début et de le suivre jusqu'au bout. Et c'était nos classes dans le lycée. Mais en même temps, ces classes étaient socialement hétérogène, puisque dans mon lycée parisien, il y avait des gens qui venaient de toute la banlieue et qui appartenaient à toutes les classes sociales. Mmh. Donc on a renversé ça en classes socialement homogènes, parce qu'avec la carte scolaire, très souvent les collèges recrutent dans leur environnement. Dans l'environnement, oui, dans leur arrondissement. Un peu la même population. Et par contre, intellectuellement hétérogène, ce qui rend impossible de faire cours. Alors impossible, pourquoi? Parce qu'effectivement, la question, tout le monde est assez divisé sur cette question. Oui. En plus, vous savez bien qu'on a parlé récemment de groupes de niveau, c'est devenu des groupes de besoins. On revient effectivement à cette appellation niveau besoin, et vous allez d'ailleurs me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, la ministre Anne Johnston a reparlé hier. Est-ce que réellement aujourd'hui, vous pensez qu'une classe doit
s'homogénéiser quelque part en termes de niveau, en termes de capacité d'apprentissage, de manière à ce que les élèves soient portés vers le haut, ou est-ce qu'il faudrait faire autrement ? Ça dépend de quel enseignement vous parlez. Si c'est un enseignement pratique, de techniques professionnelles pratiques, on peut discuter. Mais un enseignement secondaire, au sens traditionnel, c'est-à-dire celui qui initie aux grandes sciences et qui prépare ensuite à faire des études supérieures et à devenir à son tour un scientifique ou un expert, ces études-là supposent une classe homogène parce que vous ne pouvez pas faire un cours avec simplement 3 personnes qui comprennent. Donc il faut que tout le monde comprenne. Alors, il y a toujours qui comprennent mieux, plus vite, et d'autres un peu moins vite. Mais si vous voulez faire un cours du début de l'année à la fin de l'année avec un certain programme, et de la 6e au bac avec un certain programme qui se suit aussi de la 6e au bac, vous devez, à chaque étape, avoir des gens qui pigent ce que vous racontez. Vous êtes favorable au tri des élèves en fonction de leur capacité ? Mais absolument. Ça s'est toujours passé. Et par parenthèse, ça se passe tous les jours dans le monde entier. À Singapour, qui caracole en tête, pas une seule fois, hein, mais depuis la création des tests PISA, ils sont toujours numéro un. Hein. Eh bien, c'est une école étatique, il n'y a pas d'école privée, mais c'est un petit pays à 5 millions d'habitants, c'est plus facile à gérer. Hein. Mais il procède à une orientation continue des élèves. Il y a une compétition féroce entre les élèves pour être admis dans les meilleures écoles et entre les écoles pour être présentés comme les meilleurs du pays. Et du coup, chaque groupe les groupes sont différenciés. Et chacun d'eux est homogène, ou plutôt moins homogène. Et c'est la même chose en Suisse. En Suisse, c'est une chose que beaucoup de gens ignorent, mais vous avez un collège, une école obligatoire de 6 à 16 ans. Et puis, mais au sein même de cette école obligatoire, vous avez des filières. Et en plus de ça, vous avez une filière pré-gymnasiale, comme ils disent, c'est-à-dire celle qui ouvre aux études supérieures, enfin au bac, au vrai bac général et aux études supérieures, et puis une autre qui s'appelle voie générale. Mais dans cette voie générale, vous avez niveau 1, niveau 2 pour chaque discipline. Et ça paraît entièrement normal. Et comme par hasard, ces classes-là réussissent mieux au test PISA. Donc c'est la preuve, si vous avez une idéologie toujours socialiste qui consiste à dire, bon, il y a des bons élèves, des mauvais, c'est pour des raisons sociales de discrimination. Donc il faut les mélanger. C'est d'ailleurs la politique qu'on a fait aux États-Unis avec le fameux busing, vous savez, de mélanger les blancs et les noirs, en disant que si les écoles noires sont pas bonnes, c'est parce que c'est un ghetto, ils sont ensemble, donc on va les mélanger avec les blancs. Mais le résultat produit toutes les écoles noires ne sont pas mauvaises. Hein, toutes les écoles noires ne sont pas mauvaises. C'est bien clair sur le point de vue. Oui. Vous savez pourquoi elles sont pas mauvaises ? Parce qu'on a créé aux États-Unis des charter schools dans lesquelles précisément, en plein quartier noir, les plus défavorisés, vous avez des résultats scolaires supérieurs aux résultats obtenus par les écoles blanches dans les quartiers riches. C'est tout simplement parce qu'elles sont mieux gérées, si vous voulez. Pour bien comprendre votre point de vue, je vais vous citer juste une phrase. Vous dites, moins on fait l'école, je ne retrouve pas, mais enfin je l'ai écrite, c'est bien plus simple. Moins on fait l'école, plus on compte l'arrière-plan culturel des familles. La disparition de la méritocratie a été fatale à l'ascenseur social républicain. C'est pour ça que je vous disais que la doctrine socialiste est sympathique, mais fausse. C'est qu'ils ont fait ça pour réduire les inégalités sociales. Oui. Et ils sont arrivés à les aggraver. Et dans les tests PISA, vous savez que la France est non seulement mal classée du point de vue résultats scolaires, mais elle est dernière aussi du point de vue égalité devant l'école. Et l'explication est très simple, c'est que quand vous avez... on n'a pas terminé ce qu'on disait tout à l'heure. Non, mais il nous reste plus que 3 minutes et donc on a tellement de choses à dire. Comme les classes hétérogènes, on ne peut pas faire vraiment classe, on amuse les enfants avec des gadgets, les fameuses nouvelles pédagogies. Alors, nouvelle pédagogie et les séquences, parce que vous faites... Oui, voilà, évidemment, c'est très dense, hein, encore une fois, et on aurait besoin de parler des heures avec vous, Philippe Nemo, mais juste un petit mot sur les séquences, puisqu'il ne nous reste que 3 minutes, évidemment. Ces fameuses séquences, vous dites que c'est le pédagogisme à outrance qui a amené ces fameuses séquences. Ces séquences, c'est quoi, déjà ? On va les définir, peut-être. D'abord, ça consiste, justement, je vous disais, à ne plus faire cours. Parce que si vous avez un cours de A à Z, du début de l'année à la fin de l'année et de la 6e au bac, vous avez une séquence, une longue séquence qui s'appelle les études. Hein. Et donc, on a parlé par ironie, sans doute, des séquences qui consistent à casser la continuité des cours, justement. Ça veut dire un cours avec un début et une fin, en fait, qui peut être pris à n'importe quel moment, c'est ça ? De grandes séances de cinéma, hein, ou Je gère un petit peu, quand même, là. Non, parce que vous avez un aspect festif, vous avez un aspect... Il faut plaire à tout le monde. Si vous faites un cours abstrait et difficile
devant 30 élèves ou 35 et qu'il n'y en a que 3 qui suivent, ça ne va pas. Donc, mais la proportion, c'est pas ça, pas que 3 qui suivent. Non, mais si ça peut être 10, mais en tout cas, ça ne sera pas tous. Donc, donc le recours, c'est qu'on va dire, on va raconter l'histoire de, je sais pas, la condition féminine dans l'histoire, ou l'histoire des costumes, ou l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ou de la Première Guerre mondiale. Et on va faire ça en 5 séances, ou en 6. Et dans chacune des séances, il y aura un exposé d'élèves. Mais on suit toujours le programme, quoi qu'il arrive. Non, parce que le programme, c'est pas seulement... le programme, il a une logique, si vous voulez. Quand vous voulez enseigner des vraies disciplines comme les mathématiques ou l'histoire, vous avez... vous comprenez l'étape N+1 parce que vous avez très bien compris l'étape N. Mais Philippe Nemo, on n'enseigne pas les puissances à un enfant qui n'a pas compris comment on faisait une addition. Enfin, il y a des étapes. Les enseignants ne sont pas complètement perdus à ce point. Non, mais ils ne peuvent pas compter, si vous voulez. C'est pour ça que c'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps. Mais quand on parle de ces questions, on pourrait parler toute la nuit. Mais bien sûr. C'est pour ça qu'on en a fait une chaîne, d'ailleurs. Ils ne peuvent pas compter, si vous voulez, sur ce sur quoi comptaient nos professeurs quand moi j'étais au lycée. C'est-à-dire qu'à chaque rentrée, ils ont devant eux 40 élèves, on était 40, qui ont satisfait à toutes les étapes précédentes. Et donc, avec eux, on peut partir à l'étape N+1. Là, j'ai des petits-enfants à l'école, ils passent leur temps à réviser. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'a pas compris. Donc, il faut réviser. Mais puisqu'ils doivent réviser, ça veut dire qu'ils n'ont plus ce cursus continu, et par conséquent, ils se désintéressent de l'école. Mais on a toujours révisé. Vous avez toujours révisé. Vous avez révisé, mes grands-parents ont révisé. Non, mais je révisais chez moi. Mais le cours j'étais très heureux à aller au lycée, parce qu'on subissait une discipline plus grande que celle d'aujourd'hui, assez sévère, silence, rempart 2, tout ce que vous voulez. Mais en échange, on avait une véritable instruction. On revenait le soir plus savant qu'on était parti le matin, si vous voulez. Et c'est toujours le cas ? Certainement, bien sûr. Mais ça a été désagrégé, ça a été déstructuré très largement. Alors évidemment, encore une fois, je le disais, il nous manque beaucoup de temps. Je ne sais même plus combien de temps on a d'ailleurs, vraiment pour parler de repenser l'enseignement. Le dernier livre de Philippe Nemo, un autre d'ailleurs est en préparation, d'après mes sources secrètes. Et on aura l'occasion, probablement, je l'espère, de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Mais vous parlez bien de structure totalement ingérable, de ce fameux mammouth, mais j'ai même pas réussi à finir ma question sur ce sujet pour repenser un système totalement, vous dites, bureaucratique d'1,2 million de personnes paralysées. On a encore 30 secondes. Le drame, c'est que cette prétention idéologique de régénérer le peuple a impliqué de fusionner pouvoir spirituel et pouvoir temporel dans l'école. Pendant des siècles, en Europe, il y a eu un pouvoir spirituel qui était l'Église et un pouvoir temporel qui était les rois, les féodalités. Et les écoles étaient dirigées spirituellement par l'Église ou sous autorité de l'Église, et puis elles étaient financées par les rois. Il y avait une séparation. Quand on a dit qu'on allait remplacer tout ça par une éducation nationale, on a supposé que l'État pouvait prendre la place de l'Église, que l'État était une Église, si vous voulez. Mais l'éducation, ça consiste à enseigner à chaque nouvelle génération ce qui est vrai, beau et bien. Est-ce que l'État a la légitimité pour décider ce qui est vrai, beau et bien ? Mais qui l'a ? Ce n'est pas l'État. Eh bien, ça flotte dans l'air. Ça s'appelle les intellectuels, l'édition. Et donc, c'est eux qui doivent faire l'enseignement. Et donc, j'ai compris que ce sera l'objet de votre prochain bouquin. Peut-être la collectivité au service de l'éducation, c'est ça ? Si vous dites que l'État peut être une église, si vous fusionnez le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel dans les mêmes mains étatiques, ça donne les totalitarismes. Car les totalitarismes, c'est exactement ça. On doit rendre. Je suis désolée, j'aurais aimé discuter davantage pour encore mieux comprendre effectivement votre pensée et tout ce que vous avez à nous dire. Mais en tout cas, d'ici là, vous lisez Repenser l'enseignement aux éditions PUF, on appelle ça comme ça, des presses universitaires de France. Merci beaucoup Philippe Nemo d'être venu sur le plateau du Grand JT de School TV. On espère vous revoir et on va tout de suite marquer une pause. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France.
je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce que il y avait pas de jeunes, il y avait pas de sportifs, et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, 2°, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Corinne Hérault. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes co-directrice du musée en herbe, un musée, et je le prends pour moi personnellement parce que j'adore ce musée. J'habite pas très loin et j'y vais très souvent et c'est très chouette. Donc allez-y, ce n'est pas un coup de pub, c'est tout simplement très sincère. Il y a une exposition qui est fort intéressante en ce moment qui s'appelle Oh My God et qui se tiendra jusqu'au 5 janvier 2025. Une exposition qui est consacrée à l'artiste Wena. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle? Oui, c'est une artiste chinoise contemporaine à qui on a donné carte blanche et qui est donc venue à Paris avec tout son univers empreint de poésie, empreint de mythologie chinoise dont elle s'inspire. Un monde très coloré à découvrir. Oui, vous dites, elle emprunte effectivement les traditions chinoises, sa propre mythologie, parce qu'en fait, elle se crée aussi effectivement un univers en fait assez parallèle. Elle s'inspire de divinités chinoises traditionnelles pour recréer des histoires autour, inventer ses propres dieux. Donc c'est vraiment une plongée dans son univers à elle. Voilà. Et elle a de multiples talents. Donc elle est à la fois peintre, sculptrice, conteuse. Donc voilà, tout ça vient alimenter l'exposition. Quelle technique utilise-t-elle? Donc, à la fois la sculpture, la peinture. On pourra découvrir au musée des grandes toiles peintes. Aussi, elle a peint sur place lors du montage de l'exposition des paravents que l'on peut découvrir. Donc, elle a peint in situ. Voilà, toutes sortes de techniques en fait. Wena, vous la connaissiez depuis longtemps? C'est une artiste? Pas du tout. C'est une artiste dont nous avait parlé un autre artiste que l'on a exposé juste avant, Seth. Ouais. Voilà, ils avaient peint ensemble en Chine et Seth nous a parlé de son travail, de son talent. Et c'est comme ça qu'on a pris contact avec elle, qu'on l'a rencontrée une première fois et qu'ensuite l'idée de l'exposition est née. Effectivement, l'exposition a eu un énorme talent, elle a été prolongée, j'imagine que ce sera la même chose, je l'espère. Elle est visible à Amsterdam en ce moment au Stratmuseum. Voilà, et elle sera pareil certainement pour Wena. C'est effectivement, ce sont des univers qui sont assez proches, très empreints de couleurs, très forts, très vifs, en même temps où aussi il y a un esprit assez ludique, c'est le musée en herbe, c'est un musée qui est pour la famille de manière générale, mais aussi et en particulier pour les enfants. Donc en fait, on y voit, on y perçoit tout un tas de choses, un imaginaire très très fort. Et là, en l'occurrence, les chats qui se cachent. Exactement. En fait, à chaque fois, au musée en herbe, on essaie de trouver un fil conducteur dans l'exposition. Et là, dans la première salle, les visiteurs sont accueillis dans le temple des chats qu'elle a recréé. Et l'idée, c'est que chaque visiteur se choisisse un chat protecteur
pour ensuite faire le reste de l'exposition où là, ils vont devoir aider le super-héros qu'elle a inventé, Zhangzi, dans ses multiples aventures. Oui, parce qu'il y a 4 chapitres, effectivement. On va juste dire un petit mot sur les 4 chapitres ou les 4 peut-être parcours, on pourrait dire. Donc le fameux chat qui s'appelle Mao, il me semble, le dieu des chats, c'est ça? Le dieu des chats, oui, c'est un chat parisien, un chat noir, revisité à la sauce Wena, voilà, qui accueille les visiteurs en kimono et qui est entouré des chats chinois. Et donc chaque visiteur va pouvoir choisir son chat protecteur à l'aide d'une roue qu'il va faire tourner. Et donc ça va être soit le dieu du courage, le dieu de la médecine, le dieu, voilà, différents dieux qui sont présents. Et ça va être ce chat protecteur qui va les suivre tout au long de la visite. Le chat, c'est le symbole de longévité, oui. Symbole du foyer aussi? Oui, aussi, tout à fait. Et puis ces chats, pour Wena, prennent aussi d'autres... voilà, ça peut être le courage, ça peut être le dieu des examens aussi, pour les étudiants, du courage aussi. Oui, parce que c'est une personne mixée finalement de plusieurs cultures. On connaît assez mal finalement la culture chinoise en France. Voilà. L'occasion effectivement de la découvrir ou de la faire redécouvrir pour ceux qui viennent au musée en herbe. Et donc du coup de comprendre aussi l'importance finalement de ces représentations aussi dans la culture chinoise. Et tout à fait, voilà, parce que vraiment elle a un style évidemment qui fait penser à la culture chinoise, voilà, à l'art chinois, mais tout en étant contemporain. Donc c'est ça qui est aussi intéressant à montrer. La tradition et aussi la modernité, ce qui fait aussi la force beaucoup. Et puis la créativité, parce qu'elle invente voilà, des histoires incroyables à partir de ces divinités existantes. Alors le temple du chat qui nous accueille, effectivement ce chat noir, ces divinités, et puis on rentre d'un coup dans un labyrinthe. Oui, alors ensuite c'est la naissance de son super-héros, Zhangzi, voilà, qui est né grâce à la déesse Nuwa, qui l'a créé avec des pierres colorées qui sont tombées du ciel. Et ensuite, on va suivre ce héros dans de multiples aventures. Il va devoir aider une divinité à abattre des soleils, parce qu'il y en avait 9, donc il y en avait beaucoup trop. Donc voilà. Ensuite, ça va être une autre divinité sur la mer qui est très remonte, donc en jetant des brindilles, ça va apaiser la mer. Ça va être une succession comme ça d'aventures, évidemment à travers l'art pictural. Et puis aussi, ensuite, ce super-héros va rejoindre le maître des eaux, Shu Wei, et donc pour après aller pareil, comment dire, il va y avoir d'autres histoires qu'elle a inventées autour des dieux et des déesses de la mer. C'est raconter effectivement donc une passion, un dessin, ce chat, ces divinités. C'est raconter aussi ou imaginer plein de choses lorsque l'on regarde, bien entendu. Mais c'est aussi une façon de parler de l'histoire peut-être de la Chine et des liens aussi avec la France. Raconter cette mer déchaînée. Oui, elle a été créée en 2024, donc année des 60 ans de l'amitié franco-chinoise. Donc c'est vrai que c'est une ouverture sur cette culture qu'on n'a pas forcément l'habitude, enfin notamment les enfants, ils n'ont pas forcément accès facilement à cette culture, en tous les cas de cette manière. Donc c'était effectivement une ouverture sur ça. Bon, et puis alors à la fin, chapitre 4, sans tout dévoiler, mais c'est une façon quand même de nous y amener progressivement, on lève les yeux au ciel pour découvrir la Voie lactée. Alors comment ça se passe? Eh bien c'est son super-héros qui doit recoudre le ciel, qui était troué, et donc avec la couture, eh bien c'est sa couture qui va permettre de créer des constellations. Voilà, donc on se retrouve avec une marionnette assez magique, et le parcours se termine ainsi. Ils ont réussi avec le super-héros à sauver le monde, puisque c'était leur mission du départ, tout en ayant fait toutes sortes de jeux pour l'aider justement à sauver le monde. Les enfants peuvent se balader aussi avec peut-être des croquis, enfin des petits carnets. Il y a un livret-jeu, comme toujours au musée en herbe, il y a un livret-jeu qui est proposé aux enfants, qui va les obliger, entre guillemets, à aller regarder les œuvres, et puis qui va les suivre tout au long de l'exposition. On propose aussi à chaque visiteur un petit accessoire qui va les mettre dans le bain. Donc là, c'est un masque de chat, par exemple. Et une fois qu'ils auront fini leur mission,
ils auront droit à un petit cadeau. Mais ça, pour le savoir, il faut venir et c'est la surprise. Voilà. On a vu des images à l'instant. C'est Wena qui est en train de dessiner, là, effectivement, ou de peindre. C'est ça, c'est ce qu'on arrive à voir là. On la voit aussi avec ce sourire magnifique. Elle a permis aussi à des enfants, j'imagine, de susciter des vocations, ou si ce n'est pas des vocations, en tout cas, l'envie peut-être de peindre, de dessiner. C'est ce qu'on souhaite au Musée en Herbe, c'est effectivement développer la création artistique, développer, susciter l'envie. Et donc, ils peuvent aussi, les enfants, s'adonner à la créativité dans les ateliers que l'on propose, les ateliers d'art plastique, tous les jours, avec des thèmes qui sont en lien avec l'exposition. L'objectif pédagogique, donc comme toujours, Musée en Herbe, s'émerveiller, apprendre, partager. En s'amusant, voilà. Apprendre en s'amusant, c'est vraiment le credo du Musée en Herbe. Partager, puisque souvent, il faut remplir le petit jeu. C'est aussi un dialogue qui s'établit entre les accompagnateurs, les parents et les enfants. Donc c'est aussi ça. Et puis susciter, l'envie d'aller voir plus loin. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Corinne Hérault. Vous êtes co-directrice du Musée en Herbe, l'exposition Oh My God qui se tiendra. Donc, c'est jusqu'au 5 janvier 2025. Alors, ça a été prolongé jusqu'au 9 mars. Oui. Voilà, le talent est là, donc le succès forcément aussi. Il y a d'autres petites expositions au sein du musée? Non, c'est la seule exposition, mais en revanche, les ateliers changent très régulièrement. Donc, que ce soit les baby-ateliers pour les tout petits, les 2 ans et demi, 5 ans, ou pour les plus grands. Et puis après, le Musée en Herbe a d'autres activités hors les murs. On va dans les écoles, les médiathèques, etc. Ou à Amsterdam avec au Stratmuseum. Juste un tout petit mot justement sur ces ateliers hors les murs au sein des écoles. Oui. Qu'est-ce que vous arrivez à proposer en fait ce sont des sortes de ce qu'on appelle des mini-expositions. Donc on va présenter la plupart du temps des peintres célèbres, style Chagall, Monet, Picasso, etc. Et là c'est une médiatrice ou un médiateur qui se rend dans les écoles et qui va présenter la vie et l'œuvre donc de l'artiste en question. Et donc il y a une présentation avec toujours un côté ludique, avec des jeux, qui est généralement suivi d'un atelier d'art plastique. Et très apprécié des enfants évidemment, qui découvrent aussi des courants aussi de peinture. Exactement. On parlait de Monet, les impressionnistes ou autres, donc très important. Le street art aussi. Oui. On en a une qui s'appelle Écolo Art pour sensibiliser les enfants à la protection de la planète à travers le travail d'artistes d'art urbain. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau, Corinne Hérault. Merci. On va tout de suite retrouver Shirley pour sa chronique. Shirley, une amende parce que vous faites la promotion d'une vie sans enfant. Alors, je ne parle pas de vous, Shirley, évidemment. Ce sera bientôt le cas en Russie, et oui, qui depuis environ un mois veut interdire le mouvement Child Free. Child Free, c'est le terme utilisé pour désigner les personnes qui font le choix volontairement de ne pas avoir d'enfants. Pour des raisons personnelles, par conviction, par envie, pour des raisons économiques aussi, pour des raisons environnementales. Un phénomène contemporain dont on entend parler autour de nous. Tenez, il n'y a pas plus tard qu'une semaine à Paris, à l'Institut de France, se déroulait un colloque intitulé « Sans enfants par choix, le phénomène Child Free ». Autre exemple, encore en Europe, en Catalogne. Ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Les jeunes sont de moins en moins attirés par la parentalité, si bien que le nombre d'enfants a été divisé par 2 en 60 ans. Pour l'anecdote, les chiens, dit-on, ils sont désormais plus nombreux que les bambins. Et l'on parle de tout cela très librement. Eh bien, en Russie, le gouvernement voit tout cela d'un très mauvais œil, à telle enseigne qu'il souhaite bannir le mouvement et punir ses adeptes. Jeudi dernier, le 17 octobre, un nouveau cap a été franchi dans ce sens. Une législation qui condamne la promotion du Child Free a été adoptée à l'unanimité en première lecture par la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Alors, le parcours législatif du texte n'est pas encore... il ne fait que débuter, il n'est pas définitif du tout. Mais que prévoit-il comme sanction, justement, Shirley, dans sa forme actuelle? Eh bien, plusieurs amendes qui sont prévues pour ceux qui seraient coupables de propagande child free sur Internet, dans les médias, les films et dans les publicités. Pour celui qui a présenté cette initiative pour la première fois fin septembre, à savoir le président de la Douma lui-même, Vyacheslav Volodine, un soutien de Vladimir Poutine, une personne physique risquerait jusqu'à 400 000 roubles d'amende, soit 4 000 €. Les fonctionnaires
le double. Et pour les personnes morales, la sanction pourrait être portée à 5 millions de roubles, soit 47 000 €. Alors qu'est-ce que les auteurs du texte, à savoir donc le président de la Douma, entre autres, reprochent à ce mouvement? De promouvoir librement cette vie sans enfants sur Internet et puis d'avoir une attitude agressive envers ceux qui réalisent leur besoin d'être mère ou père. Dans une note explicative, les auteurs soulignent qu'une famille forte a été proclamée comme valeur traditionnelle en Russie en 2022 et que l'une des menaces pour les valeurs traditionnelles est la promotion dans la société russe de l'idéologie du sans-enfant qui aboutit à une dégradation des institutions sociales et crée des circonstances pour une dépopulation. Alors, dépopulation, car n'oublions pas effectivement que la Russie est frappée par une crise démographique, comme nous d'ailleurs. Une tragédie démographique est à l'œuvre en Russie. Ce sont les mots employés par l'hebdomadaire britannique The Economist en mars 2023 pour décrire le déclin massif de la population russe. Toujours selon cet hebdomadaire, entre 2020 et 2023, la Russie a perdu 2 millions de personnes de plus que ne prévoyaient les démographes. 3 causes majeures, les décès liés à la pandémie de coronavirus, la guerre en Ukraine et l'exode d'une partie de sa population. Mais cela fait déjà un bout de temps que la tendance est à l'œuvre en Russie, à cause notamment du vieillissement de la population. Il faut savoir qu'entre 1994 et 2021, le pays est passé de 149 millions d'habitants à 143 millions. Et d'ici à 2050, les Nations Unies estiment que la population russe pourrait retomber à 120 millions d'habitants. Une telle crise démographique constitue, vous l'imaginez, une vraie source d'inquiétude car elle a des conséquences sur l'économie du pays et in fine sur sa puissance. Alors, si en plus on se met à promouvoir un mode de vie sans enfants, vous voyez pourquoi ça fait grincer des dents une partie des hauts responsables russes. Alors, pour comprendre également à quel point ce mouvement Child Free est mal vu en Russie, il faut aussi dire que la défense des valeurs dites traditionnelles est un cheval de bataille pour Vladimir Poutine. Oui, sur fond d'une propagande russe qui confronte toujours l'Occident sur le terrain des valeurs, le président de la Russie n'arrête pas de dénoncer la décadence occidentale. Ici, le mouvement Child Free est clairement perçu comme une idéologie que l'Occident hostile cherche à imposer aux Russes, tout comme les droits des communautés LGBT+, qui se sont aussi retrouvés dans le collimateur du gouvernement. Le projet législatif en cours suscite l'inquiétude des militantes féministes qui craignent une restriction des droits des femmes. Pour l'heure, il doit encore être examiné à 2 reprises par la Douma avant d'être approuvé par la Chambre haute, puis par Vladimir Poutine lui-même. Merci beaucoup Shirley. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Vous parlez du porte-à-porte pour créer du lien. Ça passe par quel autre type d'action pour un élu de créer du lien? Beaucoup de choses. Alors, j'en ai déjà donné quelques-uns à l'instant. Si je dois en rajouter d'autres, après, c'est une recherche et des actions un peu au quotidien. C'est quels sont les différents temps d'échange que l'on peut avoir avec les gens. Est-ce que ça passe par une permanence? Est-ce que ça passe par des réunions régulières, de rencontres, etc. C'est à nous de faire le premier pas. Et pour faire ce premier pas, en l'occurrence, à Vinzieux, on a été beaucoup accompagnés et on a mené une mission avec InSite. Peut-être que je peux préciser bien sûr. Ce que fait InSite. Nous sommes une association où le constat, c'est, je le disais tout à l'heure, beaucoup de choses se font, beaucoup d'idées sont là dans les territoires ruraux. Comment on passe à l'action? Et on a besoin de gens. En face, on a le constat que les jeunes Français sont les jeunes parmi les plus engagés d'Europe. Et derrière, on a une idée magnifique qui est faisons des volontariats ruraux, permettons à des jeunes d'aller dans des communes rurales. Et donc, nous, à Vinzieux, on a accueilli 2 jeunes par l'intermédiaire de cette association qui, pendant 6 mois, ont travaillé à créer du lien avec les habitants, à créer des événements habitants, des choses très simples. Comment c'est perçu d'ailleurs par les habitants? Parce que s'ils sont extérieurs et qu'ils arrivent effectivement à Vinzieux, comment ça se passe? Comment ils sont accueillis? Tiens. Les jeunes ont été admirablement bien accueillis. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le village attend avec impatience l'arrivée des nouveaux jeunes, de la mission service civique qui commencera l'année prochaine. C'est un bouquin qui, dès 1923, se vend comme des petits pains. Oui, alors c'est de la poésie, c'est un conte, les feuilles parlent entre elles, ce que moi j'ai pas pu faire dans cette adaptation. C'est de la pure poésie, c'est un conte. C'est un conte aussi initiatique pour les enfants, en disant, ben voilà, on vit, on grandit, on a des amis, quelquefois
on a une perte proche de nous, dans la famille, et qu'on se reconstruit, et qu'on peut aussi survivre à ça, et rencontrer une amoureuse, et continuer la vie, et faire des petits, ainsi de suite, en étant le petit prince de la forêt. Et c'est pas du tout un roman contemplatif, il se passe plein de choses, il y a des dialogues, tout le monde se parle, plein de descriptions. Dans le livre, je parle. Dans le livre, oui. Et vous avez choisi, dans le film, d'en faire quelque chose, pour le coup, de beaucoup plus posé, de beaucoup plus, justement, de beaucoup plus contemplatif. Alors, il y a la voix de Mylène Farmer qui raconte l'histoire, mais c'est pas une voix omniprésente, il y a une très belle musique aussi, mais pareil, qui vient souligner, elle ne se substitue pas. Comment vous est venue l'idée de le traiter de cette manière-là? Alors, moi, je voulais traiter de l'émerveillement de la nature et de la place de l'animal dans cette nature. Je voulais pas faire du dessin animé, Walt Disney l'a fait. Il dialogue les oiseaux, les personnages, c'était pas le but. C'était rester très très proche du monde animal. Tchadjé planté, le prix de l'IA, c'est le titre de votre podcast. Et dans ce podcast, vous mettez notamment l'accent romain sur l'impact environnemental de l'IA, ce fameux prix de l'IA, un impact dont on ne parle pas assez aujourd'hui. C'est un sujet qui commence à poindre le bout de son nez, mais c'est vrai que concrètement, dans la société, le débat n'a pas encore eu lieu, que ce soit du côté de la société civile, mais aussi chez les politiques, où le sujet est totalement absent des discours. Et c'est aussi un sujet que les géants de la tech, qu'on appelle régulièrement les GAFAM, c'est un sujet qu'ils se gardent bien d'aborder, puisque la consommation d'énergie, ça recouvre énormément de choses. On parle d'électricité pour alimenter les serveurs, d'eau pour les refroidir, mais aussi donc d'électricité. Et il y a aussi tout ce qui est ressources, toutes les ressources qui vont être utilisées pour les serveurs qui vont abriter l'intelligence artificielle. Et je ne parle là que de l'utilisation de l'IA. Quand vous et moi, on envoie un prompt, une requête pour demander quelque chose à l'IA, il y a toute la phase d'entraînement en amont qui est extrêmement énergivore aussi, puisque ces logiciels ne naissent pas de la cuisse de Jupiter, il faut les produire, il faut les fabriquer. Et il y a tout un travail en amont qui est aujourd'hui imperceptible pour le grand public. Et il nous fallait, je pense, une fiction pour rentrer un petit peu dans le sujet et des épisodes hors série, des entretiens pour le creuser. On a souvent fait des émissions effectivement sur les ruralités, sur ces jeunesses. Et on se rend compte qu'il y a toujours cette barrière mentale, ces croyances limitantes. Qu'est-ce qui fait que vous n'aviez pas ce blocage, ou peut-être que vous l'avez eu un moment et que vous ne l'avez plus après? Est-ce que vous avez croisé sur votre chemin quelqu'un? Est-ce que vous avez eu un mentor? Est-ce que vous avez eu une opportunité? Est-ce que vous avez fait un stage? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Pour reprendre votre propre exemple, mais même si je sais que vous n'avez pas parlé de vous. Ça a été... Toujours comme ça. Ça a été, en fait, ça a été, je pense, un long processus. Ça a été beaucoup de rencontres. D'accord. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je crois beaucoup en ces rencontres qui peuvent petit à petit... À Vinzieux des rencontres à Vinzieux avec des habitants qui m'ont dit Hugo, tu voudrais que tu y ailles, ce serait génial, etc. Des rencontres à travers de stages. Je me rappelle notamment d'un directeur de cabinet d'une mairie à Annonay, qui j'ai beaucoup échangé à Annonay, effectivement. On a beaucoup échangé. Et en fait, le fait qu'à un moment donné, il me fasse lire un parapheur, il me fasse passer un coup de fil sur des choses... On peut le citer, hein. Du quotidien. Derrière, ça m'a ouvert simplement la voie de « Ah ouais, c'est possible ». Moi, j'ai été quelqu'un d'extrêmement timide il y a 5-10 ans de ça, incapable de parler. Là, on est 3 sur le plateau, ça commence à faire beaucoup. Aujourd'hui, c'est la même chose pour nous, vous inquiétez pas, c'est la même chose pour nous, monsieur. J'ai réussi à vaincre un petit peu ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit non, mais passe ce coup de fil, allez, vas-y, et ça ouvre le champ des possibles. Quand les producteurs ont eu l'idée de le faire avec des animaux, des vrais, avec des plumes et des poils, comme on dit, j'ai trouvé l'idée, moi, formidable. Et j'ai adapté aussi le scénario en conséquence, Bien sûr. en sachant ça. Ça a été un travail énorme, parce que tourner avec des animaux, c'est difficile, surtout que... Très long tournage, je crois. Très long tournage. Combien de semaines, je l'ai noté quelque part, mais c'est ça, voilà, 16 semaines. Mais aussi, c'est pour pas intervenir sur les animaux. Ils ne sont pas dressés. Tout ça est naturel. Tout ça est pensé, travaillé avec des animalières. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai tourné dans un parc, il y avait tous ces animaux, et la forêt, l'étang qu'il y a dans le film, c'est les terrains de jeu des animaux. Alors vous vous rendez compte... Où il n'y a pas trop à les forcer d'aller se baigner, de traverser...
renverser. Plonger, pas l'autre. Vous voyez, c'était... alors, on a pris du temps, parce qu'il faut travailler un scénario et puis un storyboard. Et le storyboard permet de travailler avec les animalières en disant, l'animal peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Ça oui, ça non, ça oui, ça on peut essayer. Et la responsable de cette société qui s'appelle Animal Contact, qui est basée dans le Loiret, avec laquelle vous avez travaillé, on va citer son nom, c'est Muriel Beck, spécialiste reconnue du dressage animalier dans le monde de l'audiovisuel depuis des années et des années. Mais quand on dit dressage, moi en regardant le film, je me dis, on n'a pas l'impression que les animaux qu'on voit répondent à une consigne de dressage. On a plus l'impression que vous les avez filmés dans un certain nombre de situations que vous avez créées vous, mais pas plus, j'allais dire. Non, c'est fait. Moi, j'y tenais. Et les producteurs ont tout fait pour ça. Mais c'est pour ça que j'ai 16 semaines de tournage. C'est pour laisser tout le temps. Quelquefois, on attendait 2 heures que l'animal soit tranquille, a envie de faire, de parcourir ce chemin. Alors, il y a des petites récompenses. Il y avait des petits trucs quand même. Il y a des petites récompenses, des gourmandises. Comme moi, j'ai une petite chienne, et ben, j'ai des gourmandises. Il y a la récompense. Mais ce n'est pas du dressage. Et je pense que ça sent dans le film que les animaux sont heureux. Damien, elle vient d'où cette association avec Romain et puis cette idée justement de mettre en avant ce coût écologique de l'intelligence artificielle? Alors la vraie histoire, elle est qu'on s'est croisés dans un couloir d'une faculté à Paris. C'était à la Sorbonne suite à une conférence et on s'est dit on voudrait faire un truc sur l'IA parce qu'on intuitait effectivement cette notion d'invisibilisation de la dépense énergétique et du coût énergétique, qui n'est pas lié qu'à l'IA d'ailleurs. Je veux dire, quand on regarde un film sur un service de streaming, il y a aussi des coûts liés à cela. Tout à fait. Mais l'IA a pour elle d'être une technologie extrêmement, on va dire, dévoreuse de ressources par sa conception. Et donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Et donc on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de lier à la fois une dimension journalistique qui va ensuite tirer vers la fiction pour se projeter ensuite dans plus de réflexion. Et c'est là qu'intervient notamment mes élèves en journalisme. Effectivement, chez Narrative. Voilà pour le Zap, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Shirley d'être venue sur l'émission, à la fois pour nous parler de l'actualité de l'éducation et aussi effectivement de ce mouvement Child Free. On vous retrouve bientôt. Demain, voilà. Et demain, il n'y a pas de chronique, mais en revanche, un JT très important, évidemment, parce qu'il y a toujours de l'actualité dans l'éducation. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. À la réalisation, c'est Alice Pitavi, au son Thibaut Goury-Lafont, le maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée. On se retrouve demain. Ciao.